Merci d'abord pour votre invitation et votre sollicitation à plancher devant vous aujourd'hui. C'est effectivement un sujet, si vous suivez un peu l'actualité, qui est vraiment revenu sur le devant de la scène depuis quelques mois et dont je vais essayer de vous donner quelques grandes lignes de compréhension et en aucun cas évidemment un panorama exhaustif parce que ça serait à la fois trop fastidieux et ça nécessiterait beaucoup plus de temps. Alors je ne peux pas quand même, avant de commencer cette conférence, juste dire deux mots, et ça sera les seuls, rassurez-vous, sur qui nous sommes au BRGM. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un EPIC, un établissement public à intérêt commercial, donc comme le CEA, sous la tutelle du ministère de la Recherche, qui représente à peu près 1 millier de salariés, et qui est vraiment aujourd'hui l'établissement de référence en France pour tout ce qui est connaissance du sol et du sous-sol, et puis l'application des géosciences dans les différents domaines, et qui joue également le rôle de service géologique national. Et donc à ce titre-là, on a à la fois une activité de recherche et puis aussi d'appui aux politiques publiques, qui est extrêmement importante. Vous voyez que les deux représentent à peu près 35% de notre activité. Et puis deux activités qui sont plus particulières. L'une qui est la gestion des anciens sites miniers sur l'ensemble du territoire français, et l'autre qui est, je dirais, un certain nombre de contrats qu'on mène avec des entreprises, notamment à l'étranger. Dernière chose pour dire que nous sommes localisés principalement à Orléans, mais qu'on a des directions régionales dans l'ensemble des régions françaises. Et donc Isabelle, ici présente, représente le BRGM en région et sera ravie d'échanger avec vous à l'occasion si vous avez besoin des compétences du BRGM. Et vous voyez que dans nos enjeux sur lesquels on travaille, qui sont positionnés dans le cartouche en haut à droite, on en a 6 principaux qui concernent l'eau, les risques, la connaissance du sous-sol, l'utilisation du sous-sol pour la transition énergétique et les ressources minérales. Et donc c'est évidemment à ce titre-là que je suis devant vous aujourd'hui, puisque c'est un thème structurant de notre activité. Alors dans cette présentation, je vais donc les structurer autour de 4 parties principales. Dans un premier temps, je vais vous montrer de quelle manière finalement la transition énergétique qu'on est en train de déployer va nous faire passer d'une dépendance aux énergies fossiles qu'on connaît bien, puisqu'on a vécu dedans jusqu'à maintenant, à une dépendance aux métaux qui va être extrêmement forte. Dans un deuxième temps, je vous montrerai que l'approvisionnement de ces métaux est loin d'être simple, qu'il y a des filières d'approvisionnement qui sont particulièrement complexes et difficiles à maîtriser, et que tout ça, sachant qu'aujourd'hui on dépend essentiellement des exportations, des importations, vous le savez déjà, évidemment nous interpelle sur comment on peut renforcer notre résilience en se réappropriant ces chaînes de valeur. Donc, premier point, quel va être l'impact finalement de la transition énergétique sur nos besoins en ressources minérales, au sens large du terme. Alors la transition énergétique, je pense que tout le monde ici évidemment la connaît bien. Donc l'enjeu principal qui est rappelé sur cette figure qui vous présente les émissions de gaz à effet de serre depuis les années 80 donc le trait plein jusqu'à aujourd'hui, et puis le pointillé, c'est la tendance actuelle. Tout ça nous montre que notre modèle économique, notre modèle sociétal actuel n'est pas durable, en ce sens qu'il induit des émissions de gaz à effet de serre extrêmement importantes, et que si on ne fait rien, évidemment, ça va perturber de manière durable et extrêmement importante le climat. Donc si on veut limiter cet impact sur le climat, vous le savez tous, il faut qu'on réduise considérablement nos émissions de gaz à effet de serre, et une partie de ces émissions sont directement liées aux questions de l'énergie, puisque quand on regarde aujourd'hui quel est notre mix énergétique mondial, c'est-à-dire quelles sont globalement les différentes sources d'énergie qu'on consomme, donc c'est ce que vous avez sur la figure en haut à droite. Donc la taille de la bulle représente la contribution de chacune des énergies. Donc vous voyez le charbon en noir à peu près 29%, vous voyez le pétrole à 31%, le gaz à 21%. Et puis je l'ai positionné ici en fonction de 2 critères qui sont importants. Le premier, c'est combien de CO2 ça émet, vous avez sur l'axe vertical, donc plus CO, plus ça en émet. Et le deuxième, c'est en fonction de ce qu'on appelle le facteur de capacité, c'est-à-dire la capacité à produire de l'énergie au moment où on en a besoin. Donc plus on venait vers la droite, plus c'est flexible et capable de répondre à la demande, plus on est vers la gauche, plus on est sur des énergies intermittentes. Et donc vous comprenez bien que si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il va falloir qu'on réduise ce qui est en haut de la figure, ce qui émet le plus, donc les énergies carbonées, qui aujourd'hui représentent donc à peu près 80% de notre consommation mondiale. Et puis il va falloir qu'on développe donc de manière très significative, et c'est le chemin qu'on a commencé à prendre aujourd'hui, les énergies bas carbone, qui sont de 2 types, donc le nucléaire que vous connaissez bien, pour la majeure partie d'entre vous, et puis les énergies renouvelables. Et vous voyez que tout de suite, les énergies renouvelables sur cette figure ont une particularité, c'est qu'elles se décrochent notablement sur la gauche de la figure, c'est-à-dire qu'elles ont une capacité de production qui est intermittente, et qui évidemment va complexifier
considérablement, je dirais, la transition énergétique. Donc cette transition énergétique, et on va voir tout de suite ce que ça veut dire en termes de matière, elle va viser principalement à améliorer évidemment notre efficacité énergétique et donc de ce fait viser une meilleure utilisation de l'énergie disponible, augmenter les énergies bas carbone, je viens de le dire, donc nucléaire et renouvelable. Et puis à partir du moment où dans ce nouveau mix énergétique, on a des énergies qui sont intermittentes, il va falloir évidemment que pour gérer cette intermittence, on ait un réseau qui soit suffisamment développé, suffisamment également intelligent, si je peux me permettre ce terme-là, pour gérer les pics de production, les pics de demande, etc. Et puis des capacités de stockage pour gérer l'intermittence, et tout ça évidemment à un coût matière qui n'est pas anecdotique. Alors, si on zoome maintenant un petit peu sur ces énergies qui sont celles de demain, au sens de la transition énergétique, donc nucléaire et renouvelable, vous avez ici une figure, alors je ne les passe pas toutes en revue, mais qui vous présente un peu la manière dont on anticipe aujourd'hui leur croissance d'ici 2040. Alors, cette figure-là, comme beaucoup de celles que je vais vous présenter, provient d'un travail qui a été fait par l'Agence internationale de l'énergie et publié l'an dernier sur les prévisions d'évolution des mix énergétiques à l'échelle mondiale et aussi des besoins en ressources minérales qui sont associés. Donc vous voyez ici en vert le photovoltaïque, en bleu l'éolien, le réseau électrique, je vous ai dit qu'il avait besoin d'évoluer pour pouvoir gérer ces nouvelles sources d'énergie, en bleu foncé ici. Et puis derrière, il ne suffit pas de voir de l'énergie, il faut encore l'utiliser, et notamment, on va le voir dans un instant, sur la mobilité avec les véhicules électriques, vous voyez ici en rouge. Et ce que vous avez, c'est que première donnée, donc première barre, si vous voulez, c'est l'année 2020 ou 2019. La deuxième, c'est un scénario qui correspond juste aux politiques qui ont déjà été décidées dans les différents pays. Et la troisième barre que vous avez systématiquement, c'est celle qui correspond à un scénario de développement durable, c'est-à-dire si on veut tenir l'objectif d'1,5 degré d'augmentation de température maximale tel que défini par l'accord de Paris. Et donc vous voyez que la figure se passe de commentaires, c'est-à-dire que les moyens de production, que ce soit du photovoltaïque, de l'éolien, vont être amenés à grandir de manière considérable. Vous avez ici les taux de croissance annuels, ils vont au moins multiplier d'un facteur 3. Le réseau électrique devra s'accommoder de la même manière. Et tout ça, évidemment, c'est des matières derrière. Et puis, vous voyez que sur l'usage de l'énergie, c'est encore pire, parce que sur la mobilité, on est en train de parler d'un facteur de croissance sur les véhicules électriques qui est de 25. Et donc, tout ça, évidemment, ça entraîne des besoins en matière qui sont conséquents. Alors, petite illustration, par exemple, vous avez ici une éolienne, un schéma d'éolienne. Vous voyez qu'une éolienne aujourd'hui de 3 gigawatts, ça va nécessiter effectivement des quantités de béton, d'acier qui sont tout à fait conséquents pour on va dire, les matières classiques, mais également des matières un peu moins classiques. Vous voyez, on parle de terres rares qui vont représenter plusieurs tonnes potentiellement. On parle aussi de cuivre. Et tout ça, c'est des métaux dont on n'avait pas forcément, alors le cuivre, c'est pas le cas, mais les terres rares en tout cas, dont on n'avait pas forcément l'usage aujourd'hui, donc qui sont un peu nouveaux dans le paysage, et puis qui ne sont pas forcément, je dirais, accessibles et disponibles de manière extrêmement facile. Et donc, ce qui est important, c'est de se rendre compte que le besoin en matière derrière chacune des sources d'énergie est loin d'être le même. Si on commence en regardant par exemple sur des choses toutes simples comme l'acier, vous voyez ici les différentes technologies de production d'énergie, depuis l'hydraulique tout à gauche jusqu'au solaire à droite. Et vous voyez que la quantité d'acier qu'il faut pour avoir une puissance installée identique, elle est radicalement différente. Et évidemment, plus vous allez aller vers les énergies à faible densité, donc éolien, solaire, vers les énergies renouvelables, plus va vous falloir une quantité importante de matière, d'acier, de béton et aussi d'un certain nombre d'autres éléments exotiques sur lesquels on va revenir pour construire votre infrastructure. Je ne parle même pas ici à ce niveau-là de la production électrique, on y reviendra plus loin, puisque évidemment là-dessus il faut rajouter encore l'intermittence. Alors qu'est-ce que ça donne concrètement si on commence à faire un petit zoom rapide, enfin un petit panorama rapide? Voilà, ici vous avez par exemple, on va commencer par la figure du bas, les différents moyens de production électrique, donc l'éolien, le solaire, le nucléaire, le charbon, le gaz, et vous avez la quantité de matière qu'il faut à chaque fois en kilos pour 1 mégawatt installé. Et donc vous voyez par exemple qu'entre une centrale à charbon et la même puissance installée en éolienne offshore, puisque c'est celles qui sont les plus efficaces, en gros il va vous falloir 6 fois plus de matière pour avoir la même puissance installée. Sachant encore une fois qu'avec l'intermittence, ça ne produira pas la même chose. Et vous voyez aussi que les couleurs ne sont pas les mêmes. Donc ce n'est pas les mêmes métaux auxquels on va avoir besoin. On va retrouver des choses similaires. Évidemment, l'acier, par exemple, il est partout. Mais vous voyez qu'on va voir apparaître évidemment des terres rares, j'en ai déjà parlé. On va voir apparaître du zinc, etc. Enfin, un certain nombre d'éléments qui, pour le moment, n'étaient pas encore mobilisés de manière aussi significative. Ça, c'était pour les moyens de production. Quand on regarde maintenant la figure du haut,
vous avez la comparaison entre un véhicule classique en bas, conventional car, et puis un véhicule électrique au-dessus. Et vous voyez que là, c'est un facteur 6. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une voiture électrique, effectivement, elle émet moins de CO2, mais entre la batterie et tout ce qu'il y a autour, finalement, vous avez besoin de 6 fois plus de ressources minérales pour être capable de construire le véhicule et donc pour pouvoir avoir l'usage, finalement, d'une facilité de transport. Donc, quand on met tout ça bout à bout, évidemment, ça mène à des choses qui sont assez conséquentes. Donc, vous avez ici, sur la figure de gauche, l'augmentation dans l'ensemble, alors tout cumulé là maintenant, des besoins en ressources minérales pour, encore une fois, mes deux scénarios que je vous ai déjà présentés pour 2040, le scénario des politiques déjà décidées et le scénario ambitieux du 1,5 degré. Vous voyez qu'il va falloir 4 à 6 fois plus de ressources minérales que ce qu'on utilise aujourd'hui. Et puis après, quand on zoome un peu plus élément par élément, maintenant c'est la figure de droite, vous voyez que pour certains éléments, ça fait peur. Le lithium, il va en falloir 42 fois plus quand même. Donc, et ça fait des taux de croissance qui sont extrêmement importants et qui évidemment nous interrogent sur est-ce que ces matières existent dans le sous-sol, est-ce qu'on a une chance de pouvoir y accéder. Et vous voyez que ça va donc les terres rares, on est un facteur 7, et des éléments plus classiques par exemple comme le nickel ou le graphite, qu'on utilise déjà, on est sur des facteurs qui sont aux alentours d'une vingtaine, donc c'est des choses extrêmement importantes. Et on va retrouver donc à la fois des métaux majeurs, historiques, habituels, et également des nouveaux venus, quelque part dans le paysage. On va voir ça dans un instant, et qui vont évidemment jouer un rôle important. Alors tout ça, c'était des données, des chiffres à l'échelle mondiale, et maintenant, évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il en est pour la France? On sait qu'on a déjà une énergie qui est plus décarbonée, donc est-ce qu'on a ce même challenge à relever ou pas? Alors, quand on regarde effectivement nos émissions de gaz à effet de serre, vous les retrouvez ici à gauche, vous voyez que petit 1, elles sont déjà en baisse, et sachant que je ne vous ai pas mis ici la comparaison, mais elles sont déjà très basses par rapport à beaucoup de pays, il faut garder ça en tête quand même, c'est important, grâce à notre nucléaire notamment. Deuxièmement, vous voyez que quand on regarde qu'est-ce qui contribue majoritairement aujourd'hui, c'est le transport, c'est le résidentiel et c'est l'agriculture. Quand vous mettez tout ça bout à bout, vous êtes pas loin des 2/3 de nos émissions de CO2. Donc autrement dit, le CO2 émis par la production d'énergie, par l'industrie de l'énergie est très faible en France. Et c'est quelque chose qui nous différencie considérablement du reste du monde. Ça ne représente qu'à peine 10% de nos émissions. Néanmoins, aujourd'hui, donc, vous savez que le gouvernement a décidé d'une stratégie bas carbone, stratégie nationale bas carbone, qui vise une neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire qu'on émettra autant de CO2 qu'on en fera disparaître à cette date-là. Et quand on regarde en détail cette stratégie qui vous est détaillée dans la figure que vous avez sous les yeux, vous voyez qu'il y a des couleurs qui vont totalement disparaître. Donc ça veut dire que ceux-là, on va supprimer totalement les émissions de CO2. Je vais revenir sur lesquelles c'est dans un instant. Et d'autres, à l'inverse, on va chercher à les réduire, mais on sait qu'on ne pourra pas les annuler complètement. Donc dans celles qui vont disparaître, parce que c'est quand même intéressant de regarder, vous voyez que si je les prends dans l'ordre d'apparition, vous avez tout en haut en bleu les transports. Vous voyez que les transports, à la fin, il n'y en a quasiment plus. Donc effectivement, on a l'ambition en France, en tout cas c'est la politique actuelle, de réduire totalement les émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Donc d'où la question évidemment de l'électrification du transport, du problème des batteries, etc. On va beaucoup en parler dans cette conférence parce que c'est très structurant sur notre avenir industriel. Vous voyez que également on a la couleur verte ici qui est le résidentiel. Donc on a aussi l'ambition de réduire totalement nos émissions sur le résidentiel. Et puis le troisième point, vous voyez que c'est également, alors sur l'industrie de l'énergie, c'est le bleu foncé qui est en bas. Je suis désolé, j'ai pas de pointeur, mais juste au-dessus du noir. Donc il était déjà très petit, mais on a quand même l'ambition de le mener quasiment à zéro. Et finalement, il va nous rester uniquement des émissions résiduelles sur l'industrie et l'agriculture, qui devront être compensées par des puits de carbone, notamment du captage du CO2. Donc ça veut dire que vraiment, il faut qu'on se pose la question des besoins matières, non seulement sur la production d'énergie, la production d'électricité, mais aussi sur l'usage de cette électricité. Et en particulier, vous voyez qu'on a une question majeure sur les transports, qui est en fait le premier poste aujourd'hui d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, quand on met tout ça bout à bout, voilà à quoi on arrive. Donc, ce que vous avez ici, pour ceux qui ont oublié leur cours de chimie, qui remonte peut-être à un peu loin, vous avez ici un tableau de Mendeleïev, donc les différents éléments chimiques. Et tous ceux qui sont coloriés ici, c'est des éléments dont on va avoir besoin demain pour la transition énergétique. Dites-vous que si j'avais fait cette conférence il y a un siècle, j'aurais peut-être colorié 4 cases, 5-6 cases, allez, max. Vous voyez qu'aujourd'hui, on en colorie plutôt une trentaine ou une quarantaine. Donc vous voyez que, première chose, on va avoir besoin de beaucoup de minéraux, de matières différentes, et ça c'est quelque chose qui est totalement nouveau.
Alors les différentes couleurs que vous voyez ici, je ne vais pas vous les détailler toutes, c'est en fait en fonction des différents secteurs. Par exemple, le bleu, c'est le stockage de l'énergie. Par exemple, le jaune foncé, c'est sur le nucléaire. Hein, pour ceux qui, évidemment, vous reconnaissez le bore, le zirconium, le hafnium, etc. Donc voilà, ça vous donne le détail. Je ne vais pas le détailler. Vous aurez accès au transparent ultérieurement. Vous pourrez, si ça vous intéresse, rentrer dans le détail. Mais vous voyez que, premier point, on a besoin de beaucoup de ressources minérales différentes. On a besoin de beaucoup plus en quantité. Ça, je vous l'ai déjà dit avant, vous ne le voyez pas ici. Mais dites-vous que, grosso modo, il va falloir qu'on sorte du sous-sol et qu'on utilise plus de ressources minérales entre maintenant et 2050, donc les 30 ans qui viennent, que ce que l'humanité a sorti du sous-sol et utilisé depuis qu'elle a commencé à faire ça, c'est-à-dire il y a 2500 ans. Donc c'est une rupture de pente qui est plus que conséquente. Et forcément, du coup, ça peut poser des questions sur des conflits d'usage, hein, parce que, évidemment, les ressources sont quand même limitées. Et dernière chose, donc, dans les conflits d'usage, il n'y a pas que la transition énergétique qui a besoin de minéraux. On a effectivement un deuxième moteur qui est important, qui est simultané et qui requiert aussi beaucoup d'éléments minéraux, hein, c'est la transition numérique, c'est la digitalisation, qui est extrêmement rapide. Vous avez ici une carte avec les taux d'usage d'Internet. Donc on pourrait se dire, Internet, on est au bout du développement. Vous voyez quand même qu'il y a un grand continent à peu près vide qui s'appelle l'Afrique, donc on n'a pas fini de développer Internet. Puis vous avez une petite figure qui est la quantité de données échangées par jour, j'imagine, non, par mois, pardon. Là aussi, vous voyez qu'elle se passe de commentaires, et les courbes sont plutôt exponentielles qu'autre chose. Donc on est vraiment dans un monde aujourd'hui où le numérique est partout, et en plus on va avoir besoin du numérique pour la transition énergétique. Et alors il y a un couplage supplémentaire, c'est que ce numérique, il consomme en plus de l'énergie. C'est ce que vous voyez sur la figure à droite. La courbe que vous voyez, c'est la consommation énergétique liée juste au numérique. Aujourd'hui, c'est à peu près, on estime, 4 à 5% de l'énergie mondiale. Les modèles à l'heure actuelle disent que sans doute, là aussi ce ne sont que des modèles, mais d'ici une dizaine d'années, ça pourrait représenter jusqu'à 20% de l'énergie mondiale. Donc qui dit énergie, dit infrastructure, dit besoin matière, etc. Et ça vient se rajouter aux besoins que je vous ai déjà décrits précédemment. Donc vous voyez qu'on a deux effets qui se coulent, si vous me permettez l'expression, qui vont vraiment aller dans le même sens et qui vont pousser à cette accélération sur les ressources minérales. Alors le digital, on croit toujours qu'effectivement, voilà, on a nos objets numériques dont on ne sait plus vivre sans, qui tiennent dans notre poche, mais en fait, il y a beaucoup de matière derrière et il y a beaucoup d'infrastructures. Et c'est quelque chose en fait qu'on a un peu tendance à oublier. Alors il y a d'abord une infrastructure qui est l'infrastructure de réseau, Internet. Hein. Vous avez ici une carte des réseaux, donc des grands câbles sous-marins hein, qui permettent de structurer le réseau Internet. Aujourd'hui, ça représente plus d'1 million 300 000 kilomètres en 2021. Et à chaque fois, c'est des câbles optiques hein, avec à la fois des ressources classiques, style acier, cuivre, etc., mais aussi des matières un peu plus exotiques, comme du germanium, etc. Et au final, quand vous faites la somme, ça fait des quantités de matières qui ne sont pas anecdotiques. Hein. Et puis, faut aussi, on a de plus en plus de données. Vous avez une courbe à droite là, qui vous montre l'explosion des données qu'on accumule de partout. Nos photos, nos documents, etc. Et donc, il faut des data centers pour gérer tout ça. Ces data centers, là aussi, c'est de la microélectronique et ça appelle des quantités d'énergie et de matière hein, qui sont importants. Et donc, tout ça, évidemment, ça vient se rajouter. Alors, on peut prendre un exemple, hein, parce que c'est celui qu'on manipule tous les jours. Vous avez ici le cas d'un smartphone. Hein. Donc, vous voyez qu'un smartphone... Chacune des couleurs que vous avez autour de l'appareil que vous avez sous les yeux ici, c'est un élément chimique différent. Et donc on va retrouver des terres rares, on va retrouver du tungstène, on va retrouver du gallium, etc. Tout un tas d'éléments finalement qu'il va falloir approvisionner et qu'on retrouve en quantité significative. C'est-à-dire que quand vous regardez la quantité qu'il y a dans chacun de ces objets, pour un certain nombre d'entre elles, c'est plus important que ce que vous allez trouver dans un minerai qu'on va chercher du sous-sol. Par exemple, la teneur en or que j'ai dans cet objet-là, c'est à peu près, en moyenne, plusieurs centaines de fois plus concentré que ce qu'on a dans le minerai d'or qu'on est en train d'exploiter dans le sous-sol. Donc c'est des quantités de matière mis bout à bout qui sont tout à fait conséquentes, hein, et on est en train de parler des mêmes éléments que ceux qu'on a besoin pour la transition énergétique. Et donc, même exercice, hein, quand vous regardez quels sont les éléments chimiques dont on a besoin pour le numérique, vous voyez ici toujours à nouveau sur le tableau de Mendeleïev, vous voyez qu'on a un certain nombre d'éléments qui se recoupent avec le tableau précédent que je vous ai présenté sur l'énergie. Et donc, même pour vous simplifier les choses, j'ai fait l'exercice de croisement des deux tableaux. Donc, ce que vous voyez, tous ceux qui sont en bleu, c'est ceux qui servent que pour l'énergie.
ceux qui sont en vert ne servent que pour le numérique, et vous voyez qu'il y en a beaucoup qui sont bicolores parce qu'ils servent pour les deux. Et tout ça pour vous montrer que, voilà, on ne peut pas réfléchir transition énergétique sans parler de transition numérique, on ne peut pas réfléchir transition numérique sans parler de transition énergétique, à la fois parce que l'un a besoin de l'autre, et parce que ça fait appel aux mêmes ressources en matière. Donc ce qu'il faut retenir de cette première partie, hein, c'est finalement cette figure que vous voyez à droite, c'est-à-dire qu'on est passé d'un monde qui était assez simple, on avait quelques éléments chimiques qu'on allait chercher dans le sous-sol, qui étaient des éléments qui étaient relativement concentrés, facilement accessibles, aujourd'hui à une palette d'éléments qui est extrêmement variée. Et je n'ai pas de doute que si je vous fais l'exposer dans je ne sais pas si dans 10 ans ou dans 20 ans, on finira par avoir tout le tableau de Mendeleïev, à mon avis. Et puis, surtout, avec des quantités qui sont évidemment nettement plus importantes. Donc, maintenant qu'on a présenté un peu ce défi, finalement, puisque c'est bien un défi auquel on a à faire face, ce contexte global, le deuxième point donc, que je voulais aborder et sur lequel je voulais essayer d'apporter un certain nombre d'éclairages, c'est de vous faire prendre conscience de la difficulté que va représenter finalement la réponse à l'ensemble de ces besoins et de la complexité des chaînes d'approvisionnement qu'il y a derrière tout ça. Alors je ne vais pas vous le faire sous forme de vous décrire ce qui se passe pour le cuivre, le lithium, le cobalt ou le nickel. Je vais plutôt essayer de vous mettre en exergue quelques éléments qui me paraissent assez structurants et qu'on retrouve de manière assez générale finalement pour pas mal d'éléments chimiques. Alors le premier point, on l'a déjà mentionné, donc je commence par lui. Il est rare qu'un élément ça serve pour une seule chose. Donc on va vers potentiellement des conflits d'usage. C'est-à-dire qu'on aura des arbitrages à faire entre peut-être à un moment, est-ce qu'il faut mieux accélérer sur la transition énergétique, est-ce qu'il faut mieux accélérer sur la transition numérique, est-ce qu'il faut mieux privilégier l'aéronautique, etc. Il est probable que dans un monde en tension, dans un monde fini, qui est le monde auquel on a à faire face demain, on ne puisse pas forcément répondre, en tout cas à des tarifs accessibles à l'intégralité des demandes. Et donc, par exemple, très bon exemple sur ce sujet-là, c'est le cuivre. Donc vous voyez que le cuivre, hein, ça sert pour à peu près 40% sur tout ce qui est, on va dire, transmission, génération d'électricité, hein, mais ce n'est pas son seul usage. Et ça peut servir aussi, évidemment, dans la construction, dans les transports, dans tout un tas d'autres industries. Donc si on a besoin de multiplier de manière conséquente le cuivre dont on a besoin pour la transition énergétique, et on l'a mentionné tout à l'heure, on est en train de parler de 9 millions de tonnes supplémentaires par an d'ici 2040, ben, est-ce qu'on saura répondre aux autres besoins? Est-ce qu'on risque de mettre en défaut les autres besoins ou pas? C'est une question qui est importante. Et puis on peut se poser la question, est-ce que même on va savoir répondre à cette demande? Et ça, c'est ce que vous voyez ici. Alors, premièrement, ce que vous avez ici, c'est l'évolution de la production de cuivre sur la figure de gauche. Donc, c'est la courbe, la partie basse de la figure, hein, en couleur foncée, donc grâce aux mines et aux installations qui sont en service aujourd'hui. Alors déjà, vous voyez tout de suite qu'en gros, d'ici quelques années, ça va baisser parce qu'il faut qu'on lance des nouveaux projets si on veut liés à l'épuisement d'un certain nombre de mines, hein, qui sont, pour certaines d'entre elles, assez anciennes. Donc si vous rajoutez les projets qui sont en cours, donc ça vous donne la couleur bleu clair, vous voyez qu'effectivement ça permet déjà de prolonger un peu plus, mais néanmoins on a toujours un trou derrière. Donc premier message, on ne va pas s'en sortir juste avec les mines actuelles, hein. Il va falloir faire de l'exploration, il va falloir ouvrir des nouvelles mines, sinon de toute façon impossible de répondre à la demande. Et la demande, je vous ai remis à nouveau les deux scénarios qu'on connaît, hein, que vous maintenant, donc le scénario toujours STEPS, qui sont les politiques actuelles, et le scénario SDS, qui est le scénario ambitieux, 1,5 degré d'augmentation de température. Alors vous allez me dire, c'est bien beau ouvrir les mines, mais est-ce qu'on a de quoi ouvrir les mines? Donc je passe à la figure de droite. Vous voyez que sur la figure de droite, vous avez la production annuelle depuis une dizaine d'années, comparée aux réserves, sachant que les réserves se lisent sur la figure sur l'axe de gauche, alors que la production sur l'axe de droite, il y a un facteur 10 entre les deux. Donc tout ça pour dire que vous voyez bien qu'il y a un écart important entre ce qu'on produit et les réserves. Donc en fait, les réserves, elles sont là. En tout cas sur le cuivre. Je ne dirais pas forcément la même chose pour tout. Pour le cuivre, il y a encore beaucoup de cuivre dans le sous-sol. Par contre, la question qu'on peut se poser, effectivement, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir y accéder, parce que les ressources sont de moins en moins concentrées, donc c'est de plus en plus énergivore pour y avoir accès. L'acceptation sociétale sur ce type d'activité industrielle n'est pas forcément facile. L'impact environnemental peut être important. Tout ça fait tout un tas de sujets qu'il faut évidemment prendre en compte.
Et last but not least, hein, ça veut dire que forcément le prix du cuivre il augmente. Et c'est ce que vous voyez ici. Ici, vous avez les évolutions du prix du cuivre depuis à peu près une vingtaine d'années. Et vous voyez qu'effectivement, bon, certes, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des cycles. Les économistes nous décrivent ça très bien. Mais indépendamment de ces cycles-là, on est quand même sur une tendance de long terme à l'augmentation. Et aujourd'hui, tous les gens un peu sensés sur le sujet nous disent qu'il n'y a aucune chance que ça baisse. Donc il faut se dire qu'effectivement, on va être dans un monde où... Voilà, le cours du cuivre va, par exemple, effectivement monter, même s'il continuera à jouer au yo-yo à certains moments. Donc ça, c'est le premier point. On a des réserves importantes dans le sous-sol, pas forcément pour répondre à l'intégralité de toutes les demandes, mais en tout cas, voilà, pour le cuivre, c'est le cas. Par contre, ça va être extrêmement compliqué, extrêmement coûteux, extrêmement long de pouvoir y accéder. Deuxième point, on parle toujours de la mine. C'est-à-dire souvent, on caricature en disant on voit la mine et après on voit l'objet fini. Ce qu'on oublie, c'est qu'entre la mine et l'objet fini, par exemple, je ne sais pas moi, la ligne électrique qui se promène pas loin de chez vous, il y a un nombre d'industries de transformation, d'étapes de transformation qui est extrêmement important et qui peuvent être autant de goulets d'étranglement, autant de points de difficulté pour, in fine, pouvoir, par exemple, construire votre véhicule électrique ou construire votre ligne électrique. Alors, je prends un exemple ici, j'ai changé d'élément pour... présenter un peu également d'autres minéraux. Donc ici, le cas du lithium, on en reparlera tout à l'heure, c'est un élément qui est fondamental pour les batteries. Le lithium, il peut provenir de deux types de ressources. Soit on le provient de ce qu'on appelle des saumures, hein, donc des eaux salines qu'on concentre, et au milieu du sel, on a du lithium, donc c'est ce qu'on fait notamment dans le triangle du lithium, Chili, Argentine, Bolivie, ou ça peut provenir de roches dures, par exemple, comme on fait en Australie, comme on fera peut-être un jour en France, etc. Et voyez que, sans vous détailler tout le schéma que vous avez à gauche, qui sont les différentes étapes de transformation, vous voyez quand même clairement qu'entre la colonne de gauche, où on est sur les saumures, et la colonne de droite, où on est sur les roches dures, il ne se passe pas tout à fait la même chose. On n'a pas tout à fait les mêmes étapes. Et encore, c'est quelque chose de très simplifié. Et alors, ce que vous voyez peut-être pas complètement, parce que c'est que chacune de ces étapes n'est pas forcément dans le même pays. Par exemple, si je prends le cas des roches dures, la colonne de droite, hein, vous voyez que le début, si je prends le cas par exemple des ressources qui sont en Australie, bon, ben, je vais prélever ma roche dans le sous-sol, je vais faire toutes les étapes de traitement physique, de broyage, de dissolution, etc. Évidemment, ça va se faire sur place. Par contre, vous voyez qu'après, la partie de séparation pour vraiment extirper le lithium de tout ça, ça va se faire principalement en Chine. Et après... le produit qu'on va obtenir, par exemple le carbonate de lithium, ce n'est pas forcément lui qui est utile pour la batterie. Il va falloir le retransformer encore pour être capable de faire une batterie avec. Donc tout ça pour dire qu'on a des étapes comme ça, les unes derrière les autres. Et en fait, maîtriser nos approvisionnements, c'est maîtriser toutes ces étapes. Et si on loupe une partie du schéma, ce qu'on appelle la chaîne de valeur, on peut raconter n'importe quoi. Et alors ça peut conduire à des choses quand même qui sont assez complexes. Je suis toujours sur le cas de mon lithium. Et le schéma compliqué que vous voyez en haut à gauche, c'est les différentes étapes de transformation. C'est-à-dire que je pars à gauche en prélevant une certaine partie du lithium dans le sous-sol ou dans les saumures. Et puis, vous voyez que je vais... donc, ça, c'est la partie en verte. On va ensuite avoir des industries de transformation qui vont être dans des pays différents. Vous voyez en orange. À chaque fois, j'ai des flux qui sortent parce que d'abord, j'ai des pertes. Je n'ai pas 100% de la matière qui est récupérée. Et puis, j'ai de la matière aussi dont j'ai besoin pour d'autres usages que uniquement mes batteries. Mais enfin, vous voyez que du coup, le flux qui est représenté par la taille des flèches, il est de plus en plus petit. Et le flux de mes batteries, finalement, c'est le dernier flux tout en haut à droite. Il est tout petit par rapport à ce que j'ai sorti du sous-sol. Et j'ai eu plein de pertes en cours de route, plein d'utilisations potentielles différentes. Et chacun de ces nœuds, de ces bifurcations, est une étape dans la chaîne de transformation de la matière qu'il est indispensable de maîtriser si on veut à la fin avoir le lithium pour faire des batteries. Ce faisant, ça m'amène à un point également qui est important, parce qu'on parlera tout à l'heure d'empreinte environnementale, c'est que, alors c'est pas vrai pour 100% des batteries, mais pour certaines d'entre elles, aujourd'hui en France, si vous prenez le lithium qu'il y a dans certaines batteries de véhicules électriques, vous voyez qu'il provient il a été extrait de mine au Chili, il est parti aux États-Unis pour être transformé en hydroxyde, puis au Japon où on a fabriqué des précurseurs pour les électrodes des batteries. On a fait les cellules de batterie en Corée du Sud, puis on a refabriqué la batterie aux États-Unis, et enfin le véhicule est arrivé en France. C'est-à-dire que des fois, le lithium que vous avez dans votre batterie, en fait, il a fait 3 fois le tour du monde, il a fait plus de 50 000 km déjà. Donc quand on parlera d'empreinte CO2 et de maîtrise des chaînes d'approvisionnement, par exemple, le jour où vous avez une épidémie qui vous interrompt tous ces approvisionnements, comprenez que ça devient un peu compliqué
de construire une résilience pour nos industries et d'assurer la pérennité de nos activités industrielles. Troisième point important, c'est qu'une partie de ces métaux ne sont pas extraits pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on ne les trouve pas tout seuls dans le sous-sol, et quand on les extrait en fait plutôt en tant que produit secondaire d'un autre métal qu'on a été chercher. Donc c'est ce que vous voyez sur cette figure, hein. Donc plus la couleur est rouge, plus le métal est obtenu comme produit secondaire d'une industrie de transformation. Et à l'inverse, plus c'est bleu, plus on a été le chercher lui-même dans le sous-sol. Par exemple, le fer, ici, que vous voyez en bleu, là au milieu, bon, ben, on a des mines de fer, on va chercher du fer dans le sous-sol. Par contre, vous voyez le cobalt juste à côté, ben, on n'a pas de mine de cobalt. Le cobalt, on va le chercher dans le minerai de fer ou dans le minerai de cuivre ou dans d'autres ressources. Mais ça, c'est un point très important, c'est que ça veut dire que derrière, évidemment, c'est encore plus complexe que ce que je viens de vous dire. Parce que, encore, quand vous avez une mine de fer, vous pouvez identifier, voilà mes mines de fer, voilà mes industries de transformation de fer, etc. Si vous n'avez pas de mine d'un élément dont vous avez besoin, ça va dépendre d'autres éléments et ça va dépendre de la logique d'autres éléments. Donc tout ça, c'est évidemment un point que les géologues et minéralurgistes connaissent bien, c'est-à-dire qu'on a des éléments porteurs, et vous les voyez apparaître au centre de ce cercle en bleu. Donc ces éléments, ils forment des minéraux de manière autonome dans les roches, et donc on identifie, on peut les trouver directement. Et puis tous les autres éléments, finalement, c'est plutôt des éléments d'accompagnement qui sont soit dans des minéraux secondaires, soit qui sont en impureté ou en substitution dans les minéraux primaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc ça veut dire que tous ceux qui n'apparaissent pas dans le premier cercle, il va falloir aller les chercher finalement comme produits secondaires du traitement d'un métal plus important. Et donc tout ça, vous imaginez bien que le jour où vous voulez maîtriser un marché d'un produit qui n'est pas extrait pour lui-même du sous-sol, c'est pas simple. Parce que la logique du marché, elle n'est pas liée à l'élément que vous cherchez. Elle est liée à l'élément primaire. Et donc vous pouvez avoir des effets de variation, de production, et la logique de l'adéquation entre l'offre et la demande est extrêmement compliquée. Alors une petite illustration, parce que ça vaut souvent mieux que des grands discours. En plus, sur un cas où la France, pour le coup, joue un rôle important, c'est l'hafnium. Donc l'hafnium, ça sert beaucoup en électronique, ça sert aussi dans le nucléaire, ça sert dans un certain nombre d'autres endroits. Je ne vais pas vous détailler ça. Mais en fait, l'hafnium, il n'y a pas de mine d'hafnium. Donc l'hafnium, c'est pas comme ça qu'on le récupère. L'hafnium, il est mélangé en fait souvent dans les minéraux de zirconium. Donc le zirconium, c'est ce qui donne la zircone, c'est ce qui donne les gaines de combustible et nucléaire. Et en fait, la seule manière qu'on a aujourd'hui pour produire l'hafnium, c'est que quand on purifie le zirconium pour faire des gaines de combustible, on enlève l'hafnium. D'ailleurs, ça vaut mieux parce que les neutroniciens ici présents savent que c'est pas tout à fait sympathique pour les réacteurs. Donc de toute façon, on est bien obligé de le faire. Et du coup, on récupère de l'hafnium. Mais vous voyez que l'hafnium, qui est un élément dont on a besoin pour un certain nombre d'éléments, d'objets de la vie moderne et d'objets de production énergétique, finalement, c'est lié au nucléaire. C'est-à-dire imaginez que, par exemple, on arrête de produire les combustibles nucléaires, on n'aurait plus d'hafnium. Sauf que l'hafnium, on en a besoin dans nos iPhones, on en a besoin dans tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec le nucléaire. Donc vous voyez le couplage d'ensemble qui peut exister et qui rend extrêmement complexe ces questions d'approvisionnement en ressources minérales, parce que les choses, en fait, sont étroitement intercorrélées. Alors, je ne peux pas quand même vous parler de tout ça sans faire un petit zoom sur les batteries électriques. On a vu tout à l'heure que les batteries électriques, on allait se faire x25 en termes de quantité de matière dont on a besoin là-dessus. Donc c'est sans doute un des enjeux effectivement majeurs, à la fois parce que c'est le plus gros poste d'émissions de gaz à effet de serre, donc c'est bien lui qu'il faut le transport, donc c'est bien lui qu'il faut qu'on résolve. Et deuxièmement, c'est sans doute là où on a la plus grande augmentation de quantité de matière nécessaire. Donc c'est ce que vous revoyez à nouveau ici, où vous voyez effectivement l'augmentation tout à fait considérable qui est attendue, je dirais, sur les d'ici 2040. Alors, ces batteries qu'on a dans les véhicules électriques, en quoi elles consistent? Et bien, en fait, sans rentrer évidemment dans le détail, il faut s'imaginer que finalement, on a d'un côté une cathode, donc qui va être essentiellement fabriquée avec du nickel, du manganèse, du cobalt, et puis éventuellement du lithium. Alors après, on peut y rajouter tout un tas d'éléments en trace, j'allais dire de poudre de perlimpinpin pour améliorer les propriétés du matériau, mais enfin on va rester uniquement sur les majeurs. Vous avez une anode en face, donc le pôle négatif, qui lui est essentiellement du graphite, là aussi sur lequel on le fonctionnalise en rajoutant un certain nombre d'éléments traces. Et puis vous avez du lithium entre les deux, qui est l'électrolyte, qui va permettre les échanges de charges.
Et donc, je dirais c'est assez simple dans le principe, hein, sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde ces constituants, on a un certain nombre d'entre eux, et notamment ceux qui apparaissent en rouge ici sur la figure, qui sont des éléments qu'on appelle critiques. C'est-à-dire qu'on a un vrai problème de sécurisation de leur approvisionnement. Je pense notamment au cuivre, je pense notamment au lithium, je pense notamment au nickel, au cobalt, au graphite. Donc vous voyez, vous êtes en train de me dire, mais vous les avez tous dit là. Ben oui, pas loin. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin, effectivement, d'une situation où l'intégralité des matières dont on a besoin pour faire des batteries, aujourd'hui, ça ne vient pas du sol européen, et on n'a pas de... Enfin, il y a un vrai enjeu, en tout cas, pour sécuriser ces approvisionnements-là. Je passe cette figure. Pour autant, l'Europe a décidé de fortement se mobiliser sur ce sujet-là. Hein. Donc vous avez tous entendu parler du plan batterie, vous avez tous entendu parler des gigafactories qui se construisent un peu partout en Europe. Hein. On a la chance d'en accueillir 3 projets significatifs en France. Il y en a 22 aujourd'hui en Europe. Hein. Ces gigafactories, c'est des usines à plusieurs milliards d'investissements qui vont produire des batteries en série pour nos futurs véhicules électriques et pour basculer donc le transport en électrique sur la scène européenne. Pardon. Sauf que quand vous regardez, donc vous avez ici une figure à droite, c'est, on va dire, les 3 étapes de fabrication d'une batterie. Je récupère la matière, je la transforme, je fabrique les précurseurs et je fais ma batterie. Et ce que vous avez, alors qui doit se voir pas forcément très bien parce que c'est pas très net, en tout cas pour moi, c'est quelles sont les sources d'approvisionnement pour chacune de ces étapes. Alors déjà, vous allez me dire, c'est où l'Europe ? Eh bien l'Europe, si vous ne la voyez pas, c'est normal, c'est la première ligne. Donc sur la première étape, il y a on a 1% d'autonomie sur les matières premières. On a 9% ou 8% d'autonomie sur la transformation, 9% sur la fabrication des matériaux d'électrodes. Et donc vous voyez qu'on est dépendant à plus de 90% de nos importations pour être capable de réaliser cette transformation. Et après, vous avez la liste des pays, donc il y en a un évidemment qui se voit bien, c'est la grande barre rouge. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que c'est les Chinois. Et effectivement, on est très fortement dépendant de nos approvisionnements de la Chine pour l'ensemble de cette industrie aujourd'hui, qui est pourtant, vous l'avez vu, la clé de la réussite, quelque part, de la transition énergétique sur le sol européen. Alors, ce que je viens de vous raconter là, c'est pour les batteries. Évidemment, je pourrais vous raconter la même histoire pour un certain nombre d'autres sujets. Il y en a un autre que je ne fais qu'effleurer, c'est le cas des aimants permanents. Les aimants permanents, on en a besoin dans les éoliennes pour produire de l'électricité, on en a besoin dans les moteurs pour, à l'inverse, retransformer l'électricité en force motrice. Et aujourd'hui, on n'a rien trouvé de mieux que de faire ça avec des terres rares. Et donc, ça introduit des besoins en terres rares qui sont extrêmement importants. Et je suis désolé, j'accélère un peu, mais quand vous regardez la chaîne d'approvisionnement des terres rares, qui est la partie que vous avez tout en bas, ici, cette chaîne d'approvisionnement, elle est là aussi complètement dominée par la Chine. Hein. C'est-à-dire que 70% des activités de mines sur les terres rares sont en Chine. Sur la partie transformation, donc fabriquer des métaux séparés, c'est à 90% en Chine. Et encore sur les terres rares lourdes, on est à 100%. La fabrication des alliages dont on a besoin, on est à 90%. La fabrication des aimants permanents dont on a besoin, on est à 90%. Il n'y a pas une éolienne offshore aujourd'hui sans qu'on ait des aimants permanents. Il n'y a pas une voiture électrique aujourd'hui sans qu'on ait des aimants permanents. Donc ce que je suis en train de vous dire là, c'est que 90% des éoliennes, 90% des voitures électriques ont en tout cas une part importante de leur valeur ajoutée, de ce qui fait leur fonctionnalité, qui est en Chine, et sur lequel vous voyez qu'on a aujourd'hui une maîtrise qui est assez faible. Alors, là, ce n'est pas une histoire, je dirais... cette histoire mérite qu'on s'y arrête 2 secondes. Parce qu'il y a 30 ans, 60% de la transformation des terres rares à l'échelle mondiale se faisait à La Rochelle. Et malheureusement, on a laissé cette industrie partir pour plein de bonnes raisons, qui rejoignent, je dirais, globalement la désindustrialisation qu'on a connue évidemment dans notre pays, et puis évidemment le fait qu'on avait qu'il y a une réglementation environnementale en Chine qui n'est pas tout à fait la même que la nôtre, hein, qui est sur ce sujet-là beaucoup plus permissive. Et la Chine a volontairement rapatrié l'ensemble de ce savoir-faire, je dirais avec notre aide, hein, quelque part, parce qu'à un moment on était content de voir ça partir en Chine. Et puis ils ne se sont pas arrêtés là, c'est-à-dire qu'ils ont remonté la chaîne de valeur. Au début ils faisaient que de la mine, après ils ont fait de la transformation, après ils ont fait la séparation des terres rares, ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont les seuls à savoir faire.
Ils ont fait ensuite la fabrication des aimants, et aujourd'hui, ils ont intégré l'ensemble de la chaîne de valeur, et 90% des aimants mondiaux proviennent de Chine. Et je peux vous dire que c'est une stratégie qui a été pensée sur le long terme, et qui n'est pas du tout un fruit du hasard. Alors vous allez me dire, quid du nucléaire dans tout ça? Et j'en finirai là-dessus sur cette deuxième partie. Ben, je reprends une figure que je vous avais déjà présentée tout à l'heure, mais que j'ai transformée maintenant, non plus en capacité installée, mais en électricité produite. Combien il me faut de métal dans un réacteur nucléaire pour produire une certaine quantité d'électricité par rapport aux autres technologies? Eh bien, la figure, je crois, parle d'elle-même. C'est-à-dire que vous le savez tous, le nucléaire est une énergie qui est extrêmement intensive, qui donc mobilise peu de ressources par rapport à la quantité d'électricité produite. Et donc, effectivement, on a 16 fois moins de ressources minérales dans un térawattheure électrique produit par du nucléaire que dans un térawattheure produit ici par des éoliennes offshore. Donc, et du coup, ça fait que les besoins en ressources minérales pour le nucléaire, tel qu'on anticipe son développement à l'heure actuelle, alors c'est les scénarios de l'AIE, on pourrait en discuter, mais vous allez voir tout de suite que ça ne change pas grand-chose, c'est inférieur à 0,2% de l'ensemble des besoins qu'on a pour la transition énergétique. Donc le nucléaire a cette force d'avoir des besoins extrêmement faibles en ressources minérales. Il a d'autres inconvénients, on le sait, mais c'est en tout cas un de ses atouts qui, sans doute, mériterait évidemment d'être creusé et sans doute plus valorisé. Donc, dernier point, tout ça, ça m'amène à notre situation en Europe et à comment est-ce qu'on peut évidemment chercher à rectifier un peu tout ça. On est fortement dépendant de l'étranger, pour ne pas dire intégralement, sur une grande partie de nos approvisionnements minéraux. La figure que vous voyez sous les yeux, c'est un certain nombre d'éléments chimiques, je ne vais pas vous les détailler, mais quand on est à 100%, donc tout en haut, c'est qu'on dépend à 100% des importations, on a zéro production sur notre territoire européen. Je ne parle même pas de l'échelle de la France. Puis évidemment, quand on se décale vers la droite de la figure, on a des situations plus contrastées où on peut avoir un certain niveau d'autonomie. Vous voyez quand même qu'il y a beaucoup de matières sur lesquelles on est totalement dépendant de l'étranger. La couleur rouge étant, là encore, la situation de nos amis chinois. Et cette dépendance, elle couvre beaucoup de pays. Vous avez ici une carte du monde, c'est les approvisionnements européens sur un certain nombre de ressources minérales. Donc on va retrouver évidemment les grands pays miniers, que sont l'URSS, la République démocratique du Congo, les pays d'Amérique latine, les États-Unis, le Canada, l'Australie, et j'en passe, l'Afrique du Sud pour les platinoïdes. Et on a des taux de dépendance qui peuvent aller jusqu'à effectivement quasiment 100% sur certaines de ces ressources. Et point critique également, c'est que pour certains de ces pays, ça représente l'essentiel de leur activité. Donc on est, je dirais, ils sont eux-mêmes extrêmement dépendants de nous là-dessus. Alors on a un joueur qui est particulièrement présent, c'est la Chine. Vous avez ici, là encore, un certain nombre d'éléments métalliques, la place de la Chine à l'échelle mondiale. Le trait rouge, c'est 20%, c'est la part de la population chinoise dans la population mondiale. Donc si les choses étaient, je dirais, équitablement réparties, évidemment, ça devrait être autour de 20%. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments sur lesquels ils sont beaucoup plus présents que ça. Et quand on regarde aujourd'hui la manière dont la croissance de la production de minéraux à l'échelle mondiale se fait, c'est ce que représente cette figure à droite, et bien vous voyez que l'Europe, c'est le petit trait bleu constant en bas, qui ne bouge pas beaucoup, et vous voyez que tous les autres pays se développent énormément, et notamment l'Asie, qui est ici en jaune, et qui est portée par la Chine, qui investit considérablement sur ses ressources minérales. Donc est-ce que la situation, est-ce qu'on est condamné à faire le constat de cette dépendance éternellement, ou est-ce qu'on a des moyens de se réapproprier ces chaînes de valeur et de rectifier la situation? C'est le dernier point sur lequel je voudrais en arriver avant de vous laisser la parole. Le premier point, c'est le recyclage. Alors le recyclage, c'est évidemment quelque chose qu'il faut qu'on développe, parce que la ressource, elle est chez nous. C'est une opportunité en termes de création de valeur, en termes d'industrialisation. On a des quantités de déchets, ce que vous voyez sur la figure en bas, là, qui augmentent. Aujourd'hui, en gros, à l'échelle européenne, on produit 7 kilos de déchets électroniques électriques par habitant, donc c'est loin d'être anecdotique. Tout ça, c'est plein de cuivre et de tout un tas d'autres éléments métalliques. Donc développer le recyclage est vraiment une option qui est intéressante. On est loin d'être très avancé dans ce domaine. Vous avez ici le taux de recyclage, toujours sur un tableau de Mendeleïev, des différents éléments. Et donc quand on est dans les couleurs rouges, j'arrive pas bien à voir, on a un recyclage
qui est extrêmement faible, hein, il est quasiment nul, dites-vous, et que quand on est sur la gamme verte, on est entre 25 et 50%, et sur la gamme bleue, on est au-dessus de 50%. Donc vous voyez que trois éléments chimiques qu'on recycle à plus de 50%, et tout le reste, vous voyez qu'on est moins de 50%, donc il y a un effort considérable à faire. Alors, est-ce que ça va résoudre notre problème? C'est un point extrêmement important. Alors, je donne la réponse tout de suite, c'est non. Pourquoi? C'est un petit schéma théorique, mais il est assez intéressant d'y passer quelques secondes. Imaginez que vous avez produit une certaine quantité de matière, d'objets qui contiennent une ressource d'intérêt, donc en bleu. Quand vous allez vouloir recycler, vous allez récupérer des objets en bleu clair, mais vous allez en perdre un certain nombre, parce que vous n'avez jamais 100% de récupération. Ici en jaune, vous avez donc une flèche qui est perdue. Et puis ensuite, quand vous allez mettre en place des étapes de traitement physique, chimique, tout ce que vous voulez, là aussi, vous n'avez jamais récupéré 100%, hein, c'est contraire à la thermodynamique. Donc vous allez avoir une flèche verte, ici, que vous récupérez, mais vous allez avoir une flèche violette que vous aurez définitivement perdue. Et donc, de toute façon, vous n'aurez jamais 100%. Donc, vous avez toujours une perte. Donc ça, c'est un point important. Ce qui veut dire qu'on ne pourrait vivre que sur du recyclage que si on avait des besoins qui étaient décroissants, avec une décroissance qui est égale à la perte qu'on a à chacune des étapes de recyclage. Sauf que la réalité, c'est que nos besoins, ils sont croissants. Nos besoins, on l'a vu depuis tout à l'heure, vous avez ici le cas du cuivre, par exemple, la courbe rouge, nos besoins en cuivre, ils augmentent de manière considérable. Si je me place en 2100, par exemple, parce que c'est plus simple, donc le point 9 tout en haut à droite, donc j'ai un besoin à cette date-là qui correspond au point 9, sauf que la quantité de matière que j'ai présente dans les objets qui sont en fin de vie, eh ben, c'est le point 8. Parce qu'évidemment, les objets, quand je les produis, ils durent un certain temps, donc je ne vais pas les recycler tout de suite. Donc vous voyez que j'ai un décalage temporel qui m'entraîne un décalage dans la quantité qui est disponible. Et en plus, dans cette quantité disponible, j'en récupère qu'une certaine fraction. Donc de toute façon, le recyclage ne pourra pas répondre au problème. Et aujourd'hui, les spécialistes sur le sujet nous disent que le recyclage, dans le meilleur des cas, pourrait peut-être couvrir la moitié d'un certain nombre de ressources, mais pas plus. Donc de toute façon, le recours à des activités minières nouvelles et assez importante en quantité, il faut se le dire clairement, et incontournable si on veut développer ou déployer la transition énergétique et la transition numérique. Alors, est-ce qu'il y a encore des ressources dans le sous-sol? Ça, on a déjà dit que oui. Peut-être juste un point pour dire que nous, on a l'impression que le sujet est un peu nouveau en France, parce que c'est vrai qu'on l'a un peu évacué. Ce n'est pas tout à fait le cas d'un certain nombre de pays. Je vais regarder juste la figure, hein, la carte à droite ici. Chacun des points que vous regardez, là, c'est des projets miniers. C'est une carte qui date de 2020 ou 2021 de mémoire. Donc vous voyez que c'est quand même, il y en a un paquet. Il y a des quantités d'argent colossales qui sont dépensées. Hein. Au hasard, vous voyez que la Chine, c'est plus de 200 milliards. Vous voyez que les États-Unis, c'est plus de 200 milliards, presque 300. L'Europe, tout pays confondu, c'est aux alentours de 70 milliards. C'est pas grand-chose. Et si je m'amuse à faire un petit zoom sur la France, hein, il n'y a pas de point rouge en France. C'est juste évidemment un effet du hasard. Mais voilà, on a une vraie question. Effectivement, si on veut déployer tout ça, il va nous falloir des ressources minérales. Il n'est pas forcément sûr qu'on ne puisse que s'appuyer sur des ressources étrangères. Alors, est-ce que c'est facile d'accéder à ces ressources? D'abord, il faut avoir conscience entre le moment où on dit « tiens, j'ai besoin de lithium ou j'ai besoin de cuivre, je vais chercher une mine et je vais l'ouvrir ». Si vous faites tout le plus vite possible, vous en avez pour déjà, en moyenne, au moins 15 ou 16 ans. C'est ce que vous voyez sur la figure ici. Et encore, sans vous mettre forcément dans des pays qui ont des réglementations assez longues en termes de traitement, etc., qui peuvent vous mener sur des durées assez longues. Donc attention, il y a une inertie, ça on est habitué dans le nucléaire quelque part, je ne vais pas vous surprendre, on a une inertie qui est énorme sur le système. Entre le moment où vous dites j'ai besoin de plus de cuivre, et le moment où vous aurez plus de cuivre, il va s'écouler 10 ou 15 ans, hein, minimum. Entre parenthèses, dans la courbe tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va avoir un déficit de cuivre entre 2025 et 2030. Donc on pourra en reparler, c'est une bonne question. Deuxièmement, il va falloir qu'on intègre, et c'est un point extrêmement important dans la stratégie française, l'impact environnemental. Il n'est pas raisonnable de développer des mines comme ça a pu se faire dans certains pays ou dans le passé. Aujourd'hui, les mines qu'on veut développer doivent être des mines qui respectent l'environnement, évidemment en termes de CO2, mais en termes également de prélèvement d'eau, en termes de pollution, en termes d'utilisation des sols, etc. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que l'impact, il change d'un élément à un autre, il change d'un procédé à un autre, il change d'un pays à un autre. Donc là aussi, quand je dis qu'on veut maîtriser nos chaînes de valeur, maîtriser nos approvisionnements, on a tous envie d'aller s'approvisionner sur des ressources qui sont bas carbone, qui sont respectueuses des populations, etc. Très difficile à tracer, parce que ça va être site dépendant. Ça va dépendre du site, systématiquement.
Et puis, je l'ai déjà mentionné, effectivement, il faut qu'on prenne en compte l'intérêt des populations locales. Là aussi, c'est un des points structurants du développement durable dans lequel la France s'inscrit parfaitement. Sur ces ressources, on s'imagine peut-être qu'on n'a plus rien en France, qu'on a fini d'épuiser le sous-sol. C'est rigoureusement faux. L'inventaire minier français qu'on connaît aujourd'hui et qui déjà identifie des ressources d'intérêt mondial date des années 70 en termes d'acquisition de données. On n'a rien refait depuis, on n'a pas de connaissances au-delà de 200 ou 300 mètres de profondeur de connaissances systématiques. Et aujourd'hui, quand on interroge nos spécialistes sur le sujet, et au BRGM on en a évidemment un certain nombre, et on est capable aujourd'hui de faire de la cartographie prédictive. Ça ne veut pas dire que dans un point donné, on est sûr de trouver, mais c'est-à-dire qu'on a des probabilités d'avoir des ressources d'intérêt qui est quand même très importante. Je vous en ai sorti qu'une, mais je pourrais en mettre des dizaines. Vous avez ici la cartographie prédictive sur le lithium, à l'échelle du continent européen. Vous voyez quand même que la France n'est pas mal lotie du tout. On a des ressources de lithium d'intérêt économique potentiel en France, certaines d'ailleurs qui seraient assez faciles à exploiter, que ce soit en termes de roches dures, donc mines souterraines, etc., ou que ce soit en termes de lithium présent dans des saumures profondes qu'on peut pomper et dont on peut récupérer le lithium. Il y a un démonstrateur qui vient de démarrer récemment, vous en avez peut-être entendu parler, Eramet a communiqué largement sur le sujet. Mais donc, c'est faux de penser qu'on n'a pas de ressources en France. C'est un sujet qu'on a évacué à l'heure actuelle, on préfère que ça se fasse à l'autre bout du monde, mais c'est une vraie question, et d'ailleurs notre ministre aujourd'hui de la Transition écologique a des propos très clairs sur le sujet. Il faut qu'on assume à un moment un certain nombre de choix politiques qu'on a fait, notamment la transition énergétique et les besoins en ressources minières que ça impose. Je passe ce sujet. Et puis, évidemment, on n'aura sans doute quand même pas, enfin c'est pas sans doute, on n'aura pas toutes les ressources dont on a besoin en France. Donc il faut aussi évidemment qu'on soit capable de sécuriser des ressources à l'étranger, avec des contrats d'approvisionnement long terme, qui doivent être uniquement des contrats sur des approvisionnements responsables. Et donc là, c'est toute la thématique de la diplomatie des ressources minérales, pour lequel on a la chance d'avoir à la fois encore quelques acteurs miniers, même s'ils ne sont pas parmi les plus grands à l'échelle mondiale aujourd'hui, et puis d'avoir une connaissance quand même assez approfondie d'un certain nombre de territoires de jeu, notamment l'Afrique, sur lequel le BRGM travaille depuis plusieurs décennies, et les spécialistes ont coutume de dire, sous forme de boutade, que la moitié de la géologie de l'Afrique est dans les armoires du BRGM à Orléans. Tout ça pour dire qu'on a une bonne connaissance de tous ces sujets. Donc c'est quelque chose qu'on doit évidemment utiliser pour essayer de développer, de sécuriser un certain nombre de nos approvisionnements. Un petit mot pour conclure. Et je ne peux pas terminer cet exposé sans vous parler évidemment de l'actualité récente. Donc à savoir le travail qui a été commandité à Philippe Varin par le gouvernement, et le rapport qui a été remis le 10 janvier 2021, qui vise à faire des propositions sur la sécurisation de nos approvisionnements en métaux stratégiques. Donc c'est un travail assez conséquent qui a été mené tambour battant en 3 mois, sur lequel le BRGM a été évidemment largement sollicité, et qui a conduit à un certain nombre de décisions qui ont été prises par le gouvernement, qui correspondaient à des recommandations de ce rapport, que je ne vais pas vous détailler de manière très, très approfondie, mais juste vous en donner un peu les grandes lignes. Donc la première qui est, on doit réinvestir sur ces chaînes de valeur, on doit réinvestir pour sécuriser ces approvisionnements, et donc il y a la création d'un fonds d'investissement pour les métaux stratégiques, pour la transition énergétique, qui est en train de se mettre en place. On doit, je vous l'ai dit, œuvrer de manière beaucoup plus concertée entre l'ensemble des acteurs privés, publics, à l'international, pour essayer de sécuriser des approvisionnements qui doivent être des approvisionnements responsables et durables, préservant l'environnement et les populations locales. Donc il y a le vrai lancement d'une diplomatie des ressources minérales sur ce sujet. Et puis également la nomination d'un délégué interministériel qui va être chargé de coordonner tout ça, c'est en cours. La création d'un observatoire des métaux critiques auprès du BRGM qui doit justement développer cette capacité à connaître l'ensemble de ces filières d'approvisionnement, capable d'en faire des simulations, d'en faire des tests de résilience, d'anticiper des crises, etc. Et puis également développer une labellisation, une certification sur ces mines responsables. Il n'est pas question de réouvrir des mines à la Zola, si vous me permettez l'expression. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de faire des mines propres, avec un faible impact, qui soient respectueuses des populations, mais il faut le garantir, il ne suffit pas de le dire. Et donc il y a la vraie question de créer un label, de créer une certification, avec un rôle majeur qui est aujourd'hui mené par la France au niveau européen pour mettre en place cette normalisation à l'échelle européenne. Je passe ça et j'en arrive à la conclusion pour vous dire que
Donc vous l'avez compris, on a vécu un siècle, on va dire, shooté au pétrole et au gaz, enfin au pétrole puis au gaz, voire au charbon puis au pétrole puis au gaz, si on veut être complètement précis. Eh ben, on a décidé, enfin, pour lutter contre le changement climatique, évidemment, il faut qu'on se sorte de cette dépendance, mais il faut avoir bien conscience qu'on va sauter à pieds joints dans une nouvelle dépendance qui est celle aux ressources minérales, avec des nouvelles dépendances géopolitiques, hein. Vous le voyez clairement apparaître sous-jacent à ma présentation. Je pense que l'ampleur des demandes et des besoins doit nous interpeller et que ça sera sans doute, c'est un point de vue personnel que j'exprime là, un frein possible au déploiement de la transition énergétique quand on en voit l'ampleur des besoins qu'il va falloir couvrir. Qu'il y a un fort enjeu évidemment de sécuriser nos approvisionnements, c'est un prérequis pour retrouver notre souveraineté industrielle, j'entends. Et toutes ces nouvelles activités minières évidemment n'ont de sens que si elles sont durables, responsables. Ça, c'était vraiment un credo extrêmement fort et ce qui nécessite évidemment encore des développements de R&D, mais aussi une certification, une traçabilité sur les approvisionnements et évidemment des contrôles aux frontières parce que sinon, il y aura évidemment du dumping qui se mettra en place. Donc voilà un peu les axes forts, je dirais, aujourd'hui de ce qu'il faut retenir de tout ça, avec un travail, vous l'avez compris, du BRGM pour construire une vision synthétique sur tous ces sujets qui se poursuit et qui est un challenge et un défi extrêmement important. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'ai été un peu long, je m'en excuse. Et puis surtout, je vous laisse de ce pas la parole. Je ne doute pas qu'il y aura des questions qui vont émerger dans l'assistance. Merci. Bonjour, donc Georges Kiriazidis. J'ai une question toute simple. Au transparent numéro 30, vous faites un rapport entre nucléaire et Moulinet avant, là, de rapport de 16 et qui est exprimé en TWh. Or, si un Moulinet, s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de TWh, donc le rapport devient infini. Transparent 30. Il y a eu plusieurs figures, mais la dernière, effectivement, était en TWh, donc elle a intégré le fait qu'une éolienne, par exemple, ne fonctionne à terre que 21% du temps en moyenne en France. Donc l'intermittence est bien pris en compte, hein, ou 40% en offshore. Je ne suis pas sûr que la durée de vie soit prise en compte, c'est une bonne question, parce que c'est sûr qu'évidemment, entre un réacteur qui va durer, pour un nouveau modèle, peut-être 80 ans, et une éolienne 20 ou 30 ans, c'est pas pareil. Je ne suis pas sûr que ça soit pris en compte. C'est une bonne remarque. Oui, Monville, ex-RTE. Je suis assez marqué par le fait qu'on passe en production éolien forcément par des terres rares pour faire des aimants permanents. Ça fait un bon petit bout de temps qu'on sait faire des productions d'électricité sans aimants permanents. C'est quand même très curieux de revenir sur un système antique alors que depuis au moins 60-70 ans, les flux sont des flux commentés avec des circuits électriques. Et je ne vois pas pourquoi on passe par les terres rares, par les aimants permanents pour faire des éoliennes. On pourrait très bien avoir des excitations classiques comme on en fait pour des petites machines hydrauliques, hein, sans problème. Alors je ne suis pas un spécialiste de ce sujet, donc je n'aurai pas la réponse à votre question. J'imagine quand même que si c'est le cas, c'est qu'il doit y avoir des bonnes raisons. Ce que je peux néanmoins vous dire, c'est que, évidemment, du fait de la dépendance aux terres rares, il y a pas mal de travaux qui sont menés pour essayer de s'en départir. Donc sur les éoliennes à terre aujourd'hui, on sait faire dorénavant sans terres rares. Par contre, sur les éoliennes en mer, pour le moment, on continue à faire avec des terres rares. Je crois qu'il y a une question de densité de puissance, mais je suis très loin de mes bases, donc je ne saurais pas vous donner plus de détails. Moi, je pense que c'est simplement le fait que ce ne sont pas les électriciens majeurs, les constructeurs électriciens majeurs mondiaux qui ont été au début des éoliennes. Si ça avait été des gros groupes bien structurés, ils auraient pris autre chose. Mais voilà, c'est un raisonnement. Peut-être, mais je note quand même qu'ils sont tous aujourd'hui à la manœuvre sur ce sujet-là. Je crois qu'il n'en manque pas un appel. Si vraiment ils avaient une meilleure solution, j'ai un peu du mal à croire qu'ils ne l'aient pas déployée. Mais bon, attendons de voir, auquel cas ils ne vont pas tarder à le faire. Voilà, merci de votre exposé. En tant que pharmacien, j'ai une certaine culture chimique et le tableau de Mendeleïev me parle à partir de l'hydrogène. Qu'en est-il de l'énergie de l'hydrogène? Où en est le problème par rapport à tout ce que vous nous avez exposé?
Alors, je n'ai pas présenté l'hydrogène parce que j'ai déjà été trop long et que ça aurait été encore plus long, mais l'hydrogène n'est qu'un vecteur intermédiaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup de développements qui sont faits sur l'hydrogène, mais dans l'optique de dire à un moment, j'ai une surproduction électrique, comment la stocker sous forme d'hydrogène, et ensuite réutiliser cet hydrogène, que ce soit... alors, il y a différentes solutions, mais on peut effectivement refaire dans des piles à combustible, le réutiliser directement pour reproduire de l'électricité. Donc, je dirais que ça ne change pas grand-chose au paysage global, si ce n'est qu'on a des besoins spécifiques pour la production d'hydrogène et pour les piles à combustible, et notamment sur les platinoïdes. Donc ça, c'est bien étudié et intégré dans les chiffres globaux que je vous ai donnés en vous disant, par exemple, l'ensemble des technologies décarbonées, voilà quels sont les besoins qu'on a. Ça intègre l'hydrogène, ça. Mais encore une fois, l'hydrogène n'est qu'un vecteur intermédiaire de stockage. Merci beaucoup. D'abord, merci pour cet exposé. Alors, je précise tout de suite que je ne suis pas scientifique et que vous avez eu le talent. J'ai vraiment suivi votre présentation, donc extrêmement claire, donc très pédagogique. Merci. La question que je me pose là-dessus, alors ce qui est très intéressant, et je venais ici notamment pour entendre d'un scientifique ce que j'ai lu dans les bouquins de Guillaume Pitron, que vous connaissez certainement. Oui. Et effectivement, on retrouve tout à fait ça, donc ça veut dire qu'il a raison et que vous avez raison. La question que je ne suis pas sûr qu'on puisse en conclure que forcément on a raison si on n'est que deux, mais... Bon, en tout cas, non, mais on retrouve beaucoup... Non, mais tout ce qu'il raconte sur le digital et sur les méthodes... Bon, on le... Bon, vous avez lu ces 2 livres en plus, c'est bien. J'ai lu ces 2 bouquins qui sont, je trouve, très intéressants. La question que je me pose est la suivante. Alors, étant gauche, j'ai baigné beaucoup dans le nucléaire puisque mon père a fait une grosse partie de sa carrière au CEA. Mais pour quelle raison s'acharne-t-on sur l'éolien et les panneaux solaires, alors que vous avez montré, le graphe est frappant, que grâce au nucléaire notamment, on s'affranchit de la plus grosse partie du tableau de Mendeleïev. Donc pourquoi est-ce qu'on s'acharne et ça pose une question sous-jacente que j'aimerais que vous évoquiez sur la dépendance à l'uranium pour les centrales nucléaires. J'ai le droit à un joker ou pas? Pardon? J'ai le droit à un joker ou pas? Vous avez le droit à un joker, oui. Non, je vais vous répondre plus sérieusement, mais c'est un choix quelque part politique d'un certain nombre de partis ou d'élus que de considérer aujourd'hui que les risques inhérents à la filière nucléaire sont supérieurs à ses intérêts. Alors je précise tout de suite que ce n'est pas mon analyse, mais je dirais qu'en tant que citoyen, en tant qu'élu pour certains, ils ont le droit effectivement de porter ce point de vue. Après, évidemment, quand on creuse les tenants, les aboutissants de tout ça, on s'aperçoit que ça nous mène dans des chemins qui sont compliqués et que, comme le résume bien Jean-Marc Jancovici, que vous devez connaître aujourd'hui, le plus court chemin pour décarboner notre industrie et lutter contre le changement climatique, c'est sûrement pas de quitter le nucléaire. On est d'accord là-dessus. Après, voilà, la démocratie... Enfin, le jeu de la démocratie suppose que tous les points de vue puissent s'exprimer et qu'après il y ait des votes et des élections et que le point de vue majoritaire l'emporte, hein, mais c'est pas pour autant que c'est forcément le point de vue le plus rationnel. C'est peut-être pas joué définitivement d'ailleurs. Je suis assez d'accord sur le fait que c'est pas joué définitivement, qu'il y a beaucoup de pays qui sont en train de faire marche arrière là-dessus. Soyons clairs, la transition énergétique a été pensée dans une logique nationale au départ. Sauf qu'en fait, tout le monde est arrivé à la même conclusion. Déployer la même transition énergétique sur tous les pays du monde, on a un problème de ressources. C'est ce que montre un certain nombre des chiffres que je viens de vous donner. Si on veut tous faire de la voiture électrique demain, à commencer par le 1,4 milliard de Chinois, on va avoir un petit problème, hein, même s'il y a beaucoup de lithium sur Terre. Donc à un moment, et voilà, il faut qu'on sorte, je dirais, d'une période où effectivement tout le monde peut être imaginé de faire la même chose pour réfléchir à des solutions qui, de mon point de vue, doivent être beaucoup plus... dépendant des spécificités de chaque pays, que ce soit d'un point de vue géographique, technologique, politique, etc. Bonsoir. Je ne vois pas sur vos tableaux les productions de minéraux provenant de la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire qu'on considère que la Calédonie, c'est la production nationale, ou est-ce que le nickel, par exemple, c'est une ressource importante en Nouvelle-Calédonie? Sauf erreur de ma part, mais je laisserai le soin à Isabelle de me corriger si je me trompe, mais la Nouvelle-Calédonie, d'un point de vue minier, est indépendante, même si elle reste aujourd'hui un territoire français. Donc, évidemment, pour autant, on a des contrats avec la Nouvelle-Calédonie, on est fortement impliqué sur les activités minières qui s'y déroulent, mais voilà, c'est un fournisseur parmi d'autres.
Merci. Et la production de nickel de Nouvelle-Calédonie, par rapport à celle de l'Australie, est aussi pas forcément dans les mêmes ordres de grandeur non plus. Donc ça en fait partie. Et il y a du cobalt, effectivement, associé aux minerais de Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas forcément extrait par tous les opérateurs encore. Oui, Christophe Loïc Martin Didier, retraité du CEA. Une question à plus long terme. Est-ce qu'on a une idée comment se placera la fusion dans ce problème de matière, de métaux stratégiques, que ce soit sur les problèmes du lithium ou sur tout ce qui va toucher les bobinages, etc. Non, j'ai jamais vu d'études sur le sujet. Le peu que j'en connais me ferait dire a priori que l'intensité quand même, encore une fois, la quantité d'énergie qu'on va produire par rapport à la quantité de matière de l'installation est telle que les besoins seront facilement absorbables, j'allais dire, par les ressources qu'on connaît aujourd'hui. Donc j'anticipe pas de grosses difficultés, mais j'ai pas vu d'études et j'ai pas mené d'études sur le sujet. Donc c'est plutôt une intuition qu'une démonstration. Gérard Cognier, merci Christophe pour cette présentation. J'ai une question. Il y a quelques années, on a vu une grande agitation sur des ressources en terres rares qui seraient dans le Groenland, à tel point que Trump avait envisagé d'acheter le Groenland. Qu'en est-il de la réalité ? Le Groenland est un territoire très riche, d'un point de vue minier, en terres rares, mais en plein d'autres éléments aussi. Néanmoins, les terres rares qu'il y a au Groenland sont des terres rares qui contiennent, comme dans pas mal d'endroits également, de l'uranium et du thorium. Donc ça veut dire que les matières qu'on va laisser de côté quand on aura récupéré les terres rares seront radioactives, et le gouvernement groenlandais s'est fortement opposé de ce fait à l'exploitation des terres rares et a voté une loi qui interdit à ce jour l'exploitation de ce type de minerai pour des raisons de radioactivité. Après, ça préjuge en rien de l'avenir. Une loi, ça peut se modifier, mais en tout cas, aujourd'hui, les populations locales et le gouvernement est farouchement opposés à cette exploitation. Mais le Groenland est un pays très riche. Merci. Bonsoir. J'avais deux petites questions. Une directement liée à vos slides. Je crois slide 37, donc vous disiez que la manière la plus rapide pour ouvrir une mine, il y avait un temps incompressible de 17 ans. Et je voulais savoir qu'est-ce qui faisait ce délai-là en grande partie. Et ma deuxième question qui est plus d'ordre général, est-ce que vous vous attendez dans les années à venir à une évolution structurelle du positionnement de votre établissement au regard de la nécessité de ce que vous avez appelé la diplomatie, notamment avec les pays africains dans lesquels il y a une grande partie des réserves? Alors, petit 1, le temps incompressible, c'est qu'en fait, entre le moment où vous dites, tiens, dans telle région, il y a un potentiel de ressources économiquement intéressantes qui fait que j'ai intérêt à y aller, et le moment où vous allez ouvrir une mine, il s'écoule plein d'étapes. Vous allez d'abord faire de la caractérisation à grande échelle, aéroportée, puis après vous allez faire des prélèvements sur le terrain, vous allez faire des forages, des sondages. Une fois que vous aurez confirmé qu'il y a quelque chose d'intéressant, après encore faut-il le cuber, si je peux me permettre cette expression, c'est-à-dire c'est quoi la quantité réellement que vous allez réussir à sortir du sous-sol. Encore une fois, pas dans l'absolu, mais à un coût qui soit économiquement intéressant, parce que tout ça, à la fin, c'est pas pour boire le bouillon. Donc, l'ensemble de tout ça, auquel il faut rajouter les étapes indispensables pour avoir un permis d'exploration, un permis d'exploitation, les enquêtes publiques, etc., vous êtes au bas mot entre 15 et 20 ans en général. Sauf pour le cas des saumures, par exemple, d'Amérique du Sud, pour lequel, comme la ressource est directement accessible, c'est beaucoup plus rapide. Et c'est sans prendre en compte... J'ai pas encore vu d'évaluation concrète. Le nouveau code minier sorti récemment qui rajoute un certain nombre d'étapes de consultation des populations locales avant l'ouverture de tout site. Qui dit consultation rajoute inévitablement un certain nombre de mois ou d'années aux chiffres dont je suis en train de vous parler. Sur la partie rôle du BRGM, le BRGM, c'est le Bureau de recherche géologique et minière. Donc l'aspect ressources naturelles et mines fait partie vraiment de notre ADN depuis notre création en 1959. Il faut savoir que jusqu'à la fin des années 70, on était opérateur minier. C'est-à-dire qu'on avait à la fois le côté établissement d'expertise et de recherche, et on était également
on exploitait un certain nombre d'installations. Donc on a perdu ce côté industriel, mais donc on a un vrai savoir-faire effectivement, et aujourd'hui on est mobilisé en soutien technique à l'État, à la fois sur cette partie vision stratégique, veille technologique, veille économique, et puis également sur la partie diplomatie des ressources, ouais, sur lequel on est mobilisé aux côtés du ministère des Affaires étrangères et de l'industrie. André Lacroix, une question et puis une demande. Une question, vous n'avez parlé que de ressources terrestres, et pourtant au fond des mers il y a beaucoup de choses. Ça, c'est ma question. Et est-ce que vous pourriez nous brosser, mais très très rapidement, les ressources actuelles en uranium? Avant, la France, on était sur le Niger, enfin, etc. Bon, maintenant, c'est beaucoup plus vaste. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit exposé rapide sur les ressources uranifères actuellement? Merci. Alors, premier point, sur les ressources des grands fonds marins, il se trouve que j'ai été interrogé il y a 15 jours par le Sénat sur le sujet. Vraisemblablement, effectivement, il existe des ressources qu'on ne connaît pas bien, parce que pour moi, en gros, on a récupéré quelques échantillons, hein, enfin, c'est quand même extrêmement limité, qui sont soit des nodules polymétalliques, soit des concrétions sur des eaux thermales qui ressortent en profondeur. Donc c'est les deux grandes typologies, et effectivement avec des concentrations a priori sur un certain nombre de métals d'intérêt qui sont, on va dire, a priori intéressantes. Je mets tout de suite 2 bémols là-dessus. Le a priori intéressante, ça veut dire qu'une fois que j'ai récupéré un échantillon, effectivement j'ai pas mal de ressources dedans. Néanmoins, la grande question en fait de toute l'industrie minière, c'est de savoir si c'est économiquement intéressant. C'est-à-dire, est-ce que le coût pour retirer cette matière est compatible avec le prix auquel je vais réussir à le vendre sur le marché? Ça, bien malin, qui est capable de répondre aujourd'hui pour les grands fonds marins, on a strictement 0 réponse sur cet aspect-là. Et le deuxième point, il est encore, de mon point de vue, beaucoup plus important, c'est que je pense qu'il sera pertinent d'aller exploiter les ressources minières des fonds marins quand on aura démontré que l'impact environnemental de cette exploitation est inférieur à celui d'ouvrir une mine dans le pays X, Y ou Z. Et ça, on en est très très loin. On ne sait pas du tout comment fonctionnent les écosystèmes à 2000 ou 3000 mètres de profondeur. On ne sait pas du tout comment ils vont se restaurer. Donc la première enjeu, et c'est d'ailleurs la décision qu'a pris le président de la République, c'est d'investir dans l'exploration. Donc oui, sur l'exploration, il faut qu'on comprenne mieux ces environnements. On a beaucoup de choses à en apprendre. Avant d'aller faire de l'exploitation, à mon avis, elle va s'écouler un peu de temps, et il faut qu'on soit capable de démontrer qu'on soit capable de le faire dans des conditions qui soient viables. À titre personnel, pour avoir pas mal traîné mes guêtres autour des sujets de l'environnement, j'ai un petit doute sur le fait que l'impact au fond des mers soit inférieur à l'impact d'une mine qu'on va ouvrir en Bretagne, dans le Massif central, ou je ne sais pas où, en Europe. Je pense que c'est juste une réminiscence du syndrome NIMBY bien connu, qui est que quand c'est loin des yeux, on a tendance à croire que l'impact est plus faible. Et sur les ressources en uranium, oui, j'ai oublié la deuxième question. Sur les ressources en uranium, aujourd'hui, on a donc des ressources importantes qui sont disponibles, qui nous garantissent, je dirais, avec le rythme actuel de développement du nucléaire tel qu'il est anticipé, grosso modo, on va dire, entre un demi et un siècle d'autonomie. Mais il faut tout de suite préciser, en disant cela, que peut-être une notion sur laquelle je n'ai pas trop insisté, c'est la différence entre réserve et ressources. C'est-à-dire que quand on dit qu'on a des réserves, c'est-à-dire qu'on dit « je suis capable d'aller chercher tant de quantité de matière à tel prix ». Si le prix il est 2 fois plus cher, je vais être capable d'aller chercher beaucoup plus de matière à ce prix-là, et donc je vais augmenter mes réserves. Donc les réserves dépendent fortement du coût de la matière, et par exemple ici du coût de l'uranium. Et le coût de l'uranium, vous savez que ça joue très très peu sur le coût de l'électricité derrière produit par le nucléaire. Donc on a une élasticité sur les réserves en uranium qui est assez importante. C'est-à-dire que si on se prenait un facteur 3, 4, 5, 6, 7 sur le prix de l'uranium, on augmenterait les réserves économiquement accessibles sans un impact significatif sur le coût de l'électricité. Donc c'est évidemment un premier, je dirais potentiel de croissance qui est important. Après, on est loin d'avoir exploré, je dirais, toutes les régions du monde, et on sait qu'il y a tout un tas d'endroits où il y a des réserves aujourd'hui qui ne sont pas encore identifiées et mis en exploitation, que ce soit en Afrique ou en Chine, par exemple. Donc il y a du potentiel, sans parler évidemment de la 4e génération et de l'utilisation plus extensive de l'isotope 238. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation.
qui était très instructive et très pédagogique. Moi, j'ai une question. Parce que pendant votre présentation, vous avez montré de belles courbes exponentielles sur la consommation attendue des métaux. Vous nous avez expliqué que beaucoup de métaux vont être critiques dans leur approvisionnement, disons. Est-ce que, comme on l'a fait avec le pétrole, pour estimer des moments où on va atteindre un pic de production à partir duquel l'extraction finalement devient très difficile, est-ce qu'on a une idée un petit peu d'un pic équivalent pour les différents métaux que vous avez présentés? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se dire, d'ici 2100, le fait que le recyclage ça marche pas très bien et que la consommation explose, il n'y en aura plus assez pour tout le monde? La question se pose différemment, parce qu'en fait, on a affaire à des ressources qui n'ont pas du tout la même origine. Le pétrole, c'est de la matière organique qui, à 180 ou 200 millions d'années, a été piégée à un endroit bien précis, et ensuite s'est transformée sous l'effet de la pression et de la température. Donc on a une ressource qui est finie, et j'allais dire, en dehors de ces endroits où elle s'est déposée, il n'y en a pas. Les ressources minérales, c'est pas ça. Les ressources minérales, on a eu la nucléosynthèse après le Big Bang, on a créé un certain nombre d'atomes, il y en a partout. Prenez n'importe quel élément, vous avez quelques atomes d'uranium là-dedans, mais c'est insignifiant. Donc, mais ça veut dire quand même que les ressources, globalement, il y en a partout, et ce qu'on cherche, c'est les endroits où elles sont suffisamment concentrées. Et donc, du coup, vous n'avez pas de vrai épuisement à un moment des ressources. La vraie question, en fait, qui va se poser, c'est qu'à un moment, vous allez dépenser plus d'énergie pour aller chercher tel ou tel matériau que l'énergie que vous allez récupérer derrière en fabriquant une centrale, un panneau solaire ou une éolienne. Et auquel cas... Vous êtes au bout de ce qui est accessible. Et il vous reste encore à ce moment-là uniquement l'espoir d'améliorer les technologies en termes d'efficacité énergétique. Donc le débat, il ne se positionne pas de la même manière. Et je ne pense pas qu'on puisse parler du coup du peak copper ou du peak je ne sais pas quoi. Enfin, c'est pas la même approche. Merci. Je suis frappé par... le nombre d'idées fausses qui sont transmises dans la société par les médias concernant les éoliennes, etc., à travers le manque d'informations concernant la rareté des métaux que vous venez d'exposer. Est-ce que le BRGM envisage de faire des articles, enfin, d'avoir un plan média pour rétablir la situation et la connaissance dans la société française? Alors déjà, le BRGM fait déjà beaucoup de choses en termes de médiation scientifique, donc en termes de communication, que ce soit au titre du BRGM ou que ce soit pour le compte des pouvoirs publics. Donc je ne peux que vous renvoyer sur un site d'ailleurs que j'aurais peut-être pu préciser, qui s'appelle Minéral Info, qui est vraiment le site d'information sur toutes les ressources minérales et qui est géré par le BRGM pour le compte du ministère, des ministères. Et d'autre part, on est déjà relativement présent dans les médias. Je ne vous cache pas qu'en ce moment, il ne se passe quasiment pas une journée sans qu'on ait une sollicitation. Néanmoins, je vous rejoins sur le fait que pour le moment, on a été assez timoré ou assez timide, on va dire, dans la prise de position sur un certain nombre de débats. Donc c'est quelque chose qu'on souhaite au niveau de la direction générale de l'établissement, avec la présidente, rectifier, corriger, j'allais dire, dans les années qui viennent, mais ça ne se change pas comme ça d'un claquement de doigts. Mais il est sûr que je pense qu'il faut qu'on porte des messages un peu plus clairs. Voilà, ce qui ne changera rien. Enfin, pour alimenter le débat public, nous, après, chacun est libre, évidemment, d'utiliser cette information comme il le souhaite. Joël Allard, retraité de l'aéronautique. Vous avez parlé du recyclage de matériaux. Et du fait qu'une petite partie seulement des matériaux peut être recyclée. Moi, je me pose la question du bilan carbone du recyclage de matériaux. Considérant a priori que quand il faudra recycler des matériaux dans les décennies à venir, l'énergie sera peut-être encore fossile en grande partie. Donc, je me pose la question, en termes de bilan carbone, est-ce que ce sera positif par rapport à l'extraction dans des mines? C'est une bonne question et c'est un critère important pour les équipes qui développent des procédés de recyclage. C'est-à-dire que le recyclage n'a de sens que s'il a moins d'impact qu'aller rechercher une ressource primaire dans le sous-sol. Sinon, on a un problème quand même. Et le moins d'impact, c'est pas uniquement le bilan carbone, c'est aussi la consommation en eau, en produits chimiques, et puis également la consommation énergétique, encore une fois. On a une vraie question, enfin un vrai critère important derrière tout ça, c'est le retour sur investissement énergétique.
Donc c'est des choses qui sont regardées. Néanmoins, aujourd'hui, je dirais, entre guillemets, on peut vous rassurer. C'est-à-dire que pour les matériaux, les éléments qui ont été étudiés, on sait concevoir des procédés qui sont intéressants d'un point de vue environnemental et d'un point de vue énergétique. Si je peux me permettre d'intervenir, les procédés utilisés pour le recyclage sont en fait les mêmes que les procédés qu'on utilise pour extraire des métaux ou d'autres minéraux, des ressources minérales. En fait, on utilise exactement les mêmes techniques, hein, que ce soit de l'hydrométallurgie, de la pyrométallurgie. Voilà, donc on extrait aussi de la même manière. Ce qui compte aussi dans le bilan carbone, ça va être la récupération pour pouvoir aller recycler. Des choses qui sont disséminées dans la technosphère, qui sont utilisées par tout le monde. Et c'est donc cette récupération des métaux qui va aussi avoir un coût finalement au CO2, dans le transport de la matière pour aller récupérer auprès des gens, pour aller ensuite les ramener dans des usines de recyclage. Et ça, effectivement, ça a aussi un bilan en CO2. Peut-être rajouter un point. Je pense que tout ce point-là est extrêmement important et en fait, ça nous amène à une réflexion. Quand je dis nous, c'est globalement, hein, on va dire les scientifiques qui travaillent sur ce sujet, qu'ils soient au BRGM ou ailleurs, c'est qu'il va sans doute falloir à un moment qu'on construise des chaînes d'usage. Je m'explique. Si un élément chimique, pour un certain usage, vous avez besoin de le purifier de manière parfaite, il n'y a rien dedans comme impureté. Il est sûr qu'il sera plus facile à recycler que si vous en avez fait un alliage avec plein d'autres éléments chimiques et qu'il est présent en trace. Et les cas où vous avez mis des éléments en trace, je ne suis pas sûr qu'il sera à un moment rentable d'aller rechercher un pouillem mélangé au milieu de plein d'autres choses, d'un point de vue énergétique, encore une fois. Donc ça veut dire que je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on réfléchisse à quel est l'ordre dans lequel j'utilise une matière. Dans un premier temps, je vais peut-être l'utiliser dans quelque chose qui est très concentré, parce que je peux facilement la recycler. Et peut-être que l'étape où je l'utilise dans quelque chose où elle est très dispersée et que ça me coûte beaucoup trop cher d'aller la récupérer, ça sera une dernière étape après plusieurs usages différents. À un moment, il va falloir organiser l'usage de la matière, hein, sinon on va se prendre le mur. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. J'aimerais rebondir justement sur le commentaire que vous venez de faire sur l'organisation de la répartition de la matière. Ça, je suppose que c'est des choses qui vont devoir passer par des institutions, une discussion politique. Est-ce que vous identifiez aujourd'hui des institutions qui ont un rôle qui pourrait correspondre à celui-là, ou est-ce que c'est des institutions à créer, et si c'est à créer, quelle forme elles pourraient prendre? Merci. Alors, je me garderai bien de répondre sur la dernière partie de la question, savoir la forme que doit prendre. Par contre, ce qui est clair, c'est que ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on a besoin d'organiser un peu nos filières industrielles. Et on a déjà des outils pour ça qui fonctionnent. Ils ne sont sûrement pas parfaits, il faudra les renforcer. Mais je pense par exemple au comité stratégique de filière, qui existe aujourd'hui sur un certain nombre de grandes filières, qui sont là pour coordonner, on va dire, les différents acteurs industriels sur un objectif, par exemple aéronautique, par exemple automobile, etc. Et qui est quelque chose qui fonctionne assez bien. Aujourd'hui, l'analyse qu'on a fait, notamment dans le cadre du rapport Varin remis au gouvernement sur la fragilité d'un certain nombre de filières industrielles, s'est appuyé sur ces comités stratégiques qui permettent voilà, d'organiser quelque part, je dirais, et de structurer une activité. Donc, est-ce qu'ils auront la capacité à structurer les chaînes de valeur? Je ne sais pas. Je pense que en fait, c'est sans doute le marché qui va à un moment, je dirais, gouverner ça, parce que le prix de la matière dépendra aussi finalement de son niveau de pureté ou de dispersion, et que de ce fait, ça peut organiser assez spontanément les usages dans un sens puis dans un autre. Donc ça sera un mélange, à mon avis, entre du normatif via des institutions et puis des coûts de matière qui ne seront pas les mêmes. Bonjour, Salomé Kefelou, du LRVE du CEA de Marcoule. Je travaille dans le recyclage de batteries lithium-ion depuis 4 ans. Et voir cette présentation, déjà, je vous remercie. Ça montre à tout le monde un petit peu l'importance du recyclage, bien qu'elle soit une part faible de la solution. Mais ça donne aussi un sens au métier que je peux faire, et mes collègues aussi. Mais c'est vrai que ça nous... Pour une réaction un petit peu plus émotionnelle, il faut nous donner un petit peu d'espoir, disons. Parce que en voyant tout ça, on a un peu la déprime. Enfin, si
je peux me permettre de rebondir sur ce propos, si le message que vous retirez... Enfin, je souhaite à ce moment-là peut-être corriger le message que j'ai donné. Non, il était dans le bon sens quand même, mais juste, si on prend vraiment du recul et on voit la big picture un petit peu, désolée, je suis quelqu'un de très émotionnel dans la vie. Je vais me calmer, mais voilà, je suis passionnée par mon métier, mais c'est vrai que à voir tout ça, on se dit, mon Dieu, mais on en va où, quoi? Mais bon, mais je vais continuer à travailler, il n'y a pas de problème, hein, et essayer de trouver des solutions, bien entendu. Mais voilà, c'est vrai que ça fait un peu peur, quoi. Peut-être... plusieurs éléments par rapport à ce point-là. Premièrement, je comprends que ça puisse faire un peu peur devant la complexité des problèmes. C'est-à-dire que je crois qu'il faut tuer une bonne fois pour toutes les solutions simples, ou en tout cas ceux qui essaient de nous vendre des solutions simples. Il n'y en a pas. On est face à un monde complexe, et on est surtout, à mon avis, face à une situation où toutes les solutions sont bonnes à prendre. Et donc, on n'a vraiment, il me semble, aucun droit d'en laisser de côté à partir du moment où elles permettent de répondre à l'enjeu du changement climatique et de la lutte contre l'effet de serre, etc. Et donc, évidemment, le recyclage est extrêmement important. Ça va être une partie de la réponse à la solution, même si ce n'est pas l'intégralité de la réponse. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est évidemment qu'il faut qu'on avance et qu'on s'améliore sur l'efficacité énergétique et puis sans doute une certaine sobriété aussi énergétique, qui fait que les courbes, on va peut-être réussir à les aplatir un peu plus que ce que je vous avais montré. Et puis il y a un point que j'ai peut-être pas suffisamment détaillé, mais qui est important, c'est que, et d'ailleurs ça ressortait dans une des décisions qui a été prise à l'issue du rapport Varin, la technologie, elle évolue très très vite. On le voit sur les batteries, j'imagine que vous suivez un peu ça, on le voit aussi sur les moteurs, on le voit sur tout un tas de sujets. Donc le bilan qu'on fait aujourd'hui, c'est avec les technologies d'aujourd'hui. Si on fait l'exposé dans 5 ans, dans 10 ans, on aura sans doute un point de vue qui sera différent, parce que les technologies, on arrive à les améliorer à grande vitesse. Alors je ne suis pas en train de vous dire que la technologie va résoudre tous les problèmes et que donc c'est pas la peine de se bouger et de faire d'efforts, loin de moi cette idée, mais néanmoins c'est aussi une partie de la solution. C'est-à-dire que... Voilà, par exemple, jusqu'à il n'y a pas longtemps, tout le monde pensait qu'il fallait faire des batteries avec des cathodes NMC, donc nickel, manganèse, cobalt. Aujourd'hui, on se rend compte que des grands pays comme la Chine sont en train de basculer, de se dire pour certains usages, on ferait mieux de faire des batteries avec des cathodes lithium, fer, phosphate. Donc évidemment, tout de suite, ils ont moins besoin de cobalt, moins besoin de nickel, etc. Ça change toutes les images que je viens de vous donner, parce qu'ils se disent, voilà, on apprend en marchant sur tout ça. On est face à des problèmes complètement nouveaux, donc on se rend compte que... à la fois, il faut sortir des solutions simples et je pense aussi qu'il faut sortir des solutions uniques. C'est-à-dire qu'on essaie d'appliquer un peu aujourd'hui la même technologie ou les mêmes solutions pour tout un tas de problèmes qui sont différents. Et en fait, il va falloir faire des choses sur mesure pour des problèmes différents. Et il est probable qu'on n'aura pas la même batterie pour un véhicule qui fait que de la ville avec quelques kilomètres par jour, ou pour un véhicule qui fait des longues distances, ou pour un camion, ou pour un bus, etc. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on commence tout juste à intégrer. Et donc, ça va permettre d'élargir la palette des possibles et aussi de réduire, je dirais, l'ampleur des montagnes qu'on a à monter collectivement. Merci, je vous prie de m'excuser.